nous allons maintenant adresser un focus un peu plus précis. Ce sont les enjeux et les leviers de résilience des PME, ce tissu économique, notre tissu économique qui font la force de notre économie. Comment on accélère cette transformation numérique, comment on utilise les leviers de résilience pour se protéger et avancer et créer des opportunités pour demain. Alors, pour ce panel, j'ai le plaisir d'inviter sur scène donc Monica, qui est vice-directrice du National Cyber Security Center. Monica, bienvenue. Laurent, vice-président exécutif pour l'Europe centrale et les affaires internationales d'Orange Cyberdéfense. Bonjour. Yves, directeur Movi Plus Open IT. Serge, responsable sécurité SI Transport public de la région lausannoise. Guillaume, technologie transfert IoT and Vision de la CCM, ainsi que Lénigue Pédron qui nous rejoint. Merci Lénigue. Merci Laurence. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour pouvoir parler de ce sujet extrêmement central dans la stratégie de la Trust Valley depuis le départ. D'ailleurs, Serge, tu es avec nous depuis le départ, depuis des années. Je veux juste repréciser le contexte géopolitique. Nous avons donc entendu Madame Bachmann sur ce sujet. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte géopolitique qui est assez tendu et avec certaines polarisations où finalement ce que l'on voit, ce que l'on a vu sur cette année 2024, c'est une volonté de solidarité, de cybersolidarité, de travailler dans cette dynamique, de pouvoir trouver des moyens de mutualiser. C'est tout l'objet de ce que nous réalisons depuis déjà 5 années dans la Trust Valley et notamment avec un programme dédié à la transformation des PME. Alors, dans ce contexte-là, Laurent Sellarié, donc merci d'être parmi nous. Vous représentez donc un grand groupe qui avait des actions pas uniquement au niveau suisse, mais qui avait cette vision mondiale. Laurent, quel est l'état actuel des grands groupes et quels sont les enjeux auxquels ces grands groupes font face ? Merci beaucoup de m'accueillir et effectivement je suis ravi qu'on commence cette conférence par le sujet de la menace parce qu'au début était la menace. Si on ne comprend pas la menace, derrière, toutes les mesures, toutes les innovations qu'on va faire pourront être non pertinentes. Donc au début était la menace. Et alors on pourrait penser géopolitique et PME, c'est deux choses qui ne se parlent pas. Et en fait si. Il y avait une phrase il y a quelques années qui disait si la géopolitique ne vous intéresse pas, c'est pas pour ça que la géopolitique ne s'intéresse pas à vous. Et la cyber, c'est pareil pour les PME. C'est pas parce que les PME concentrées sur leurs activités ne s'intéressent pas à la cyber qu'elles sont exemptes de risques. Et quand on regarde les risques auxquels sont confrontés les PME, on s'aperçoit, nous, chez Orange Cyberdéfense, on met beaucoup de moyens pour comprendre cette menace. On s'aperçoit que malheureusement, la taille ne protège pas. Ce n'est pas parce que vous êtes petit que vous passez à travers les menaces. Alors j'ai quelques chiffres pour illustrer ça. Alors tout d'abord, l'activisme. L'activisme, c'est utiliser Internet pour passer des messages politiques. 85% des attaques en activisme ciblent l'Europe. On l'a vu en France à l'occasion des Jeux Olympiques. Je vais vous raconter une anecdote. Cet été, j'étais dans le sud de la France et je vais dans une petite galerie d'art et la propriétaire me dit « Ah ben, mon site internet a été hacké juste parce que le nom de la galerie était un nom d'origine ukrainienne. » Donc vous voyez, même c'est même pas une PME, ils étaient 3. Ils ont un impact géopolitique sur l'activité. Autre élément important, c'est la menace, elle est bien sûr externe, géopolitique, les hackers, on pourra y revenir, mais elle est aussi interne. Sur les 100 000 incidents qu'on a traités l'année dernière, on a eu 37% des incidents qui venaient de l'interne. Alors de manière la plupart du temps non intentionnelle, c'est par exemple l'employé qui télécharge un plugin qui va derrière faire une exfiltration de données. Mais voilà, il y a ce premier sujet qui est important, c'est l'utilisateur est au cœur de la cybersécurité. Après, quand on regarde sur les 100 000 incidents qu'on a traités, et beaucoup touchent des PME, quelles étaient les cibles des hackers ? C'est en premier lieu
les équipements individuels, votre smartphone ou votre PC. En termes de menaces aussi, et là je ne veux pas faire une litanie de statistiques, mais la menace ransomware est et reste la première menace. On a vu une augmentation des menaces par ransomware de 70% l'année dernière. Il y avait eu un petit plateau au début de la crise ukrainienne, de la guerre ukrainienne, parce que cette guerre a déstabilisé un peu l'écosystème des hackers. Mais là, en 2023 et en 2024, on voit plus 70% d'augmentation de la menace. Et ces ransomware, ils touchent toutes les tailles d'entreprise, et en particulier le secteur manufacturier. Et je sais qu'en Suisse, et en particulier dans la région, il y a beaucoup d'industries manufacturières. C'est un type de victime particulièrement prisé des attaquants. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont numérisés rapidement et ils ont exposé à Internet des systèmes industriels qui n'étaient pas prévus pour ça. Voilà. Et enfin, et je crois que votre précédent intervenant en a parlé, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, on en reparlera avec nos autres panélistes, mais ce qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques, il y a quelques mois, c'est la quantité astronomique de faux sites, notamment de vente de tickets, qui étaient préparés rapidement et de manière massive grâce à de l'intelligence artificielle, et c'était très difficile de les détecter. Énormément d'exemples très concrets et intéressants. Merci beaucoup, Laurent. Je vous propose maintenant de rentrer dans le concret aussi des PME avec vous, Yves. Vous avez bénéficié, on a donc dans la Trust Valley des parcours, un parcours notamment pour les PME de 12 mois, qui vous fait partir d'un point A et qui vous amène à un point B. Alors, selon vous, avant d'aller dans cette transformation, avez-vous, comme vous avez fait partie de ce programme, comment vous avez décrit en fait, comment vous avez vécu de l'intérieur cette expérience? Alors merci pour l'accueil. C'est vrai que nous, on a participé au premier programme Trust for SMEs. Donc la première volée du programme, on y allait avec peu d'attente. Finalement, on s'est dit, on va quand même regarder ce qui se passe. On est une société en fait qui travaille pour une coopérative de transport public. On est un vecteur potentiel d'attaque pour des systèmes nationaux, des systèmes d'entreprises de transport. J'ai Serge à côté de moi, DTL. Et puis on s'est dit, il faut quand même qu'on regarde. On a une petite structure, 24 personnes à l'époque, que des développeurs, que des gens qui s'y connaissent, qui ont l'impression de tout connaître. Et puis avec tous les droits, il fallait qu'on fasse un peu des choses. Donc on s'est inscrit, on a suivi le programme. Certaines choses étaient très très bien. On a pu voir typiquement quelque chose. On nous a dit attention, en tant que direction, en tant qu'IT, vous êtes responsable en cas de risque, vous êtes responsable. À la fin, on dit oui, mais que fait le CA par rapport à ça? On a pu faire un programme, une journée avec le CA, nos conseils d'administration. Ça nous a permis de débloquer un certain nombre aussi de choses, de budget. Alors ça ne veut pas dire que tout est débloqué. On a commencé, que je disais tout à l'heure, on discutait en arrière. C'est une journée en fait. On a démarré. Aujourd'hui, on a un programme qui va durer un certain temps. On n'est pas toujours tout bon parce que l'opérationnel prend le dessus. Mais en tout cas, les équipes sont venues aussi ici. On a fait les campagnes de phishing. Il y a une certaine maturité qui s'installe. On n'est pas au niveau où on voudrait être, mais il y a encore du travail. Puis on avance en tout cas. Ok, juste pour la régie, on n'entend pas très bien puisque de l'autre côté, il y a pas mal de monde à discuter. S'il est possible de faire quelque chose, merci, sur l'autre partie de la scène. Merci beaucoup Yves pour cet échange. Et puis également par rapport, parce qu'en fait ce programme, on en a discuté, il y a eu beaucoup de discussions entre PME. C'est sur la partie professionnelle mais aussi personnelle. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette partie personnelle ? Du côté personnel, oui. C'était un sacré challenge aussi, même personnel et professionnel, oui. Parce qu'il fallait embarquer tout le monde dans l'aventure. Puis nous aussi, en tant que, on va dire, utilisateurs, maison, famille, etc., de passer derrière, de dire maintenant, est-ce que tu as activé ça? J'ai encore eu des cas dernièrement, pas que la famille, mais aussi au travail, tu as vu, il y a un petit cadenas rouge, c'est-à-dire qu'il y a un risque sur ta plateforme. Regarde ce qui se passe. Nous, on a eu un cas où c'est notre apprenti. Je donne l'exemple, je balance pas, mais c'est voilà. Il s'est fait hacker personnellement à la maison sans se rendre compte qu'il y avait des impacts sur son compte pour le travail. Donc finalement, on reçoit une alerte qui est arrivée d'un des organismes par les CFF qui est venu chez nous. Puis là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, dire aux gens, mais en fait, ce qui se passe en dehors, même à la maison, nous personnellement, ça a des impacts sur le cadre du travail. Vous pouvez vous faire hacker un mail, vous pouvez faire hacker un compte Facebook, des choses comme ça, puis ça a des impacts assez loin. Après, personnellement, c'est sûr, moi, les enfants, j'en ai 3. Je leur explique des choses. Ils comprennent parfois, ils comprennent pas tout. Mais vraiment, je pense aussi l'éducation. L'éducation, ça commence tout petit, en fait. C'est pas quand on est grand, on a l'impression d'avoir tout fait. Je pense que c'est aussi important. J'ai un background aussi dans la tech, au niveau études.
Et c'est vrai que les premiers travaux qu'on faisait en études en informatique, c'est de copier les cartes de sécurité, de faire des choses comme ça. On a appliqué ce qu'on apprenait. Donc quelque part, le côté personnel, ça nous touche fortement tous. Et il faut vraiment qu'on soit tous aussi impliqués et qu'on transmette cette information aux gens qui sont autour de nous. Merci beaucoup Yves pour avoir partagé ces aspects. Chère Monica, je me tourne vers le tout nouvel Office fédéral de la cybersécurité. Comment se positionne aujourd'hui l'Office fédéral? On a entendu Madame Bachmann, nous avons entendu aussi Isabelle Moret préciser que ce n'est pas une affaire locale, régionale, ce n'est même pas une affaire fédérale nationale, c'est une affaire mondiale. Nous avons donc vu la naissance de cet office cette année. Quelle est sa vision? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Alors, l'Office fédéral a une stratégie, et puis j'ai beaucoup aimé l'introduction de mon collègue tout à l'heure, parce que le premier point qu'on a, c'est de vulgariser cette cybermenace, parce qu'on se rend compte que oui, entre techniciens, entre gens qui sont dans la cybersécurité, on commence à avoir cette compréhension de la cybermenace, mais quand on parle au niveau politique, au niveau management économique, eh bien, on n'a pas partout une compréhension de ce qui se passe et puis de l'importance du sujet. Donc là, c'est vraiment un travail qu'on fait pour essayer de vulgariser, de rendre compréhensible le travail qu'on fait tous ici dans ce domaine. Après, on travaille à prévenir les cyberattaques, mettre en place, donner des moyens pour prévenir les cyberattaques, que ce soit au niveau de processus, au niveau de conseils, de directives à mettre en place, mais aussi au niveau technique, où là, on a vraiment des indicateurs de compromission qu'on partage avec plusieurs entreprises en Suisse afin de les protéger. Et puis après, malheureusement, malgré toutes les mesures qu'on met en place, les cyberincidents ont lieu. Et puis là, on essaye de soutenir un maximum les entreprises qui sont touchées. Et puis enfin, quelque chose qui est peut-être un peu nouveau et encore dans les balbutiements, c'est de développer des outils qui soient sûrs, avec un haut niveau de sécurité, quand on a des services et des prestations numériques en Suisse, afin que tout un chacun, les entreprises, puissent faire confiance aux services qu'elles utilisent. Juste, je voudrais quand même vous poser une question sur la partie du périmètre, parce que ce soit les entrepreneurs, que ce soit même le service public, que ce soit voilà, toutes les académiques, c'est une question qui revient régulièrement. Finalement, quel va être le périmètre de cet office fédéral vis-à-vis notamment du secteur privé? Alors, déjà peut-être une chose, simplement, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Il faut se rendre compte qu'on est 67 personnes actuellement dans cet office fédéral. Donc, on est une PME au sein du gouvernement. Donc, on fait aussi avec les moyens qu'on a à disposition. C'est pour ça qu'on essaye de faire des choses en partenariat. On n'est pas tout seul. On essaye vraiment de mettre les gens en lien, les entreprises travailler ensemble. Un des collègues va en parler tout à l'heure avec un exemple concret. Donc, l'idée est vraiment de mettre les gens en lien ensemble, de mutualiser ces ressources pour qu'on puisse avancer ensemble. Comment voyez-vous le travail? Enfin, on a déjà commencé à travailler ensemble en faisant un guide pour les PME, en mutualisant finalement ces biens communs. Comment voyez-vous le travail avec des entités comme Trust Valley, PPP ou autres qui peuvent être mis en place au niveau fédéral? Alors, comme vous le disiez, effectivement, et le Trust Valley amène les gens au niveau plutôt local, romand. Notre rôle au niveau fédéral et plus national, c'est justement d'aider à créer un réseau au niveau national avec des équivalents, par exemple en Suisse allemande, on a le IT for KMUs, d'essayer de donner ces contacts et puis de faire profiter des expériences des uns aux autres afin que toute la Suisse, au final, on n'est pas si gros, puisse avancer ensemble. Effectivement, ce serait une excellente idée. Alors juste, nous travaillons déjà avec la Suisse allemande. On est vraiment ravis d'aller voir nos confrères et nos partenaires à Zurich, à Berne, etc. et même en Suisse italienne. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Donc, pour avancer sur la partie aussi innovation et PME, je me tourne vers vous, Serge. Quelle est votre approche pour travailler à l'échelle régionale et en particulier dans le cadre des programmes que vous dirigez au niveau des transports lausannois, donc dans ce secteur de la mobilité qui est une infrastructure aussi critique? Nous, déjà, bonjour déjà, mais nous, on travaille aussi, mais on bénéficie en tant qu'infrastructure critique, on bénéficie de la plateforme qu'offre le NCSC, donc on a des contacts hebdomadaires avec le NCSC pour partager sur les menaces géopolitiques. Cette semaine, à Lausanne, il y a un événement international, donc on a pu poser des questions, avoir des conseils, savoir ce qui se passait. Donc là, on a déjà une plateforme d'échange qui est très profitable. On a déjà
il y a souvent d'autres événements à caractère international à Lausanne. Il y avait eu les JOJ, donc là aussi où on était vraiment préparé, on se préparait comme l'a été Paris. Donc c'est des événements auxquels on doit s'attendre, nous, en tant que transport public de la région. Et on a aussi développé un groupe de partage, là, un groupe latin, un groupe transport public cyberlatin, où il y a tous les transports publics, enfin pratiquement tous les transports publics qui exercent tant dans la région romande que la région tessinoise, donc sur lequel là on peut partager. On a invité aussi le NCSC à partager dans ce groupe pour qu'ils se rendent compte vraiment des problématiques qu'on vit. C'est un groupe où on partage en zone rouge, ça veut dire où on partage vraiment en toute confiance et en toute confidence sur les vraies problématiques qu'on a, sur les problématiques qui ne sont pas simplement IT, donc informatique, mais aussi toute l'informatique industrielle, tout l'IoT. Donc on voit que de plus en plus, on met en place des outils qui sont connectés. Donc on a besoin, les métiers ont besoin de prédictifs, ont besoin d'avoir beaucoup d'informations. Et tout ça, ça ouvre de nouvelles portes, de nouveaux points de pivot. Donc tout ça, on doit les prendre et les considérer dans la cybersécurité. Merci Serge. Je vais rebondir sur la partie IoT. On a parlé des infrastructures critiques, mais aussi toute la partie d'impact et des menaces pour un grand groupe. CSEM, vous êtes vraiment un groupe multi-facettes avec toute la partie aussi éducation. Guillaume, comment êtes-vous impacté par les risques et les menaces qui grandissent autour de vous, IoT compris ? Alors, ce qui est assez important de noter d'abord, c'est que la menace, c'est pas du tout théorique. Hein. C'est vraiment, il y a des attaques quotidiennement sur nos infrastructures, que ce soit du phishing assez classiquement ou l'arnaque au président, hein, des gens qui appellent pour faire des virements. Donc voilà, le CSEM, on est 600 collaborateurs répartis sur 5 ou 6 sites. Et donc ces personnes doivent communiquer, doivent faire des calculs, doivent stocker des choses, ainsi de suite. Donc on a ce besoin de cybersécurité au niveau de l'IT. Ensuite, on est aussi impacté parce qu'on a un fournisseur de solutions technologiques. Donc il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas de malware dans ce qu'on fournit, ainsi de suite. Les bugs, on a l'habitude, hein, on sait les corriger plus ou moins, mais tout ce qui est malware, c'est très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2020, il y avait SolarWinds, qui était un fournisseur, un éditeur de logiciels qui a eu un malware dans un de ses packages et qui a impacté 300 000 clients. Donc ça, c'est vraiment notre hantise. Donc comment est-ce qu'on se prémunit un peu de ça ? Je pense qu'il faut être très très vigilant, et nos équipes sont très vigilantes. Il faut être presque parano. Alors c'est pas souvent ok d'être parano, mais je pense dans ce domaine-là c'est important. Vraiment toujours vérifier quand on télécharge un package, si c'est une source sécurisée, si on reçoit des emails, des choses comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais m'adresser à vous deux, Serge et Guillaume. Quel est le rôle de l'innovation à partir de ce que vous voyez finalement concrètement sur le terrain ? L'innovation a un grand rôle. Alors c'est intéressant parce qu'on parle d'innovation, on pense souvent nouvelles technologies, donc c'est le cas. On doit se préparer aux nouvelles technologies. On parle une des menaces les plus fréquentes et les plus opportunistes, c'est les ransomware. Donc par rapport à ça, on doit se préparer à des attaques Teams, à des attaques smishing, donc par SMS, des attaques deep voice, enfin toutes sortes de deepfake et d'autres attaques. Donc on doit se préparer à ces technologies innovantes, mais l'innovation doit aussi concerner des vieilles technologies comme l'email. L'email est toujours une attaque qui fonctionne extrêmement bien, alors que c'est une technologie qui a de nombreuses années. Et là-dessus, pour essayer d'innover dans cette manière, on a bénéficié à travers SIL, vous allez en parler tout à l'heure, hein, l'HEIGVD a monté un projet où avec différents partenaires, là il y aura l'UNIL, il y aura le PFL, il y aura le canton, la police, aussi Navicia, et nous, on va essayer de voir comment on peut apporter quelque chose pour traiter cette ancienne attaque que sont les emails et voir comment on peut faire progresser la région par rapport à ça, quoi, aussi. Donc l'innovation concerne aussi bien les nouvelles techniques d'attaque que les anciennes, donc on doit avoir une protection 360. Comment ça se passe de votre côté, Guillaume ?
Alors nous, au niveau innovation, on est un peu plus au niveau de l'embarqué. Donc on travaille sur des accélérateurs hardware. Donc la cybersécu, c'est pas que du soft, c'est aussi des chips qui permettent en fait d'implémenter le bon niveau de sécurité au niveau hardware dans des systèmes embarqués qui n'ont pas forcément beaucoup de puissance de calcul, de mémoire ou d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On voit l'impact de l'IA. Donc l'IA... alors, c'est multifacette. Hein. Donc, l'IA pour analyser les flux de communication, pour détecter des patterns d'attaques, hein, et qui permet de rejeter ces attaques. L'IA au niveau de l'inspection des packages, des softwares binaires, donc aller chercher les traces que laissent des malwares. Alors après, il ne faut pas être totalement naïf. Donc, l'IA permet à nous, PME, aux sociétés, de se protéger mieux, mais les hackers aussi ont accès à l'IA. D'accord, qui va leur permettre de faire des choses un peu différentes. Donc voilà. Et le dernier aspect, on travaille pas mal sur de post-quantum crypto. Donc vous avez les ordinateurs quantum, quantiques, c'est plus tout à fait de la science-fiction, ça arrive, ainsi de suite. Et donc leur capacité de calcul va baisser de manière assez basique, rendre obsolète la crypto actuelle. Donc il faut réinventer un peu la crypto. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des nouveaux algos ont été choisis, ainsi de suite. Mais il y a quand même toute une nouvelle partie de la crypto qui a inventé. Oui, je voulais profiter, faire un peu de promotion, mais aussi l'innovation, c'est ici. Donc moi, chaque année, je viens ici, il y a le Tech for Trust qui va suivre. Et pour moi, c'est un critère, un gage de qualité. J'ai énormément de fournisseurs qui sont lauréats du Tech for Trust. Donc je pense que c'est très bien ce genre d'événement pour l'innovation. Ils amènent des startups, ils amènent cette innovation, et nous, on en bénéficie réellement et concrètement. Sur le sujet de l'innovation, si je peux me permettre de rebondir également, il y a effectivement l'innovation technologique avec le grand enjeu qui est d'innover au même rythme que les attaquants. Il y a aussi l'innovation dans la sensibilisation des collaborateurs. Hein, et là, on peut penser maintenant à des serious games qui marchent très bien. Et puis enfin, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Orange Cyberdéfense en Suisse, il y a l'innovation dans la manière d'adresser le sujet. Et on est en train de mettre en place une offre qui est un peu le Waze de la cybersécurité. C'est-à-dire que lorsque un de nos clients voit quelque chose, il le signale et grâce à ça, on investigue et on peut bloquer cette attaque sur l'ensemble du parc immédiatement. Donc c'est vraiment ce sujet de collaboration dans la communauté de nos clients. Dès qu'ils voient quelque chose, ils disent quelque chose et ça permet eux de les protéger, mais également tout notre parc de clients. Et c'est vrai que c'est également comme ça qu'on va pouvoir aussi avancer en bénéficiant des expériences des uns et des autres. Nous, on le voit beaucoup parce qu'on est au cœur de ce partenariat public-privé. Le quantique est aussi un grand sujet chez nous, notamment toute cette année, nous travaillons pour l'Open Quantum Institute, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec donc les très 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 jeunes projets. Hein, c'est encore des jeunes idées et puis on est là pour les maturer, pour les aider à grandir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tour de conclusion avec un message clé que vous souhaiteriez faire passer à notre audience ce matin. Je vous propose de commencer par vous. Alors pour nous, très clairement, cette transformation de la menace, c'est avant tout la mise en place de process. Donc, il y a des choses, il y a des frameworks qui marchent très bien. Il faut mettre ça en place. Donc, chez nous, on fait des audits type NIST toutes les années. On met en place un plan d'amélioration. On fait des tests de pénétration. Et on forme les gens de manière récurrente. Voilà, c'est former les gens, ainsi de suite. Après, donc, il y a une partie aussi tooling. Voilà, donc nous, ce qui est cyber IT, c'est pas chez nous. Le SOC est externalisé, les tests de pénétration sont externalisés. Donc il faut se faire accompagner par des spécialistes à côté. On peut pas tout savoir faire. Merci beaucoup, Guillaume. Serge ? Nous, alors, comme on disait tout à l'heure, la menace, elle est très globale. Donc, elle touche tous les périmètres, tous les métiers. On parle tout le temps aussi de la supply chain, donc l'attaque par la chaîne d'approvisionnement. Là aussi, il faut en faire attention. Et c'est important. Pour moi, là, le NCSC va jouer un rôle. Les législateurs vont jouer aussi un rôle important. Aujourd'hui, on se débrouille pour essayer de sécuriser, pour essayer d'évaluer nous-mêmes ce que nous
proposent nos fournisseurs, mais derrière, il faudrait des réglementations qui obligent. Au début, on n'avait pas de ceinture de sécurité, pas d'appui-tête dans les voitures. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un constructeur pourrait vendre une voiture sans ces options. Donc, on doit arriver à la même chose avec les éléments IoT, avec les éléments OT, avec l'IT. C'est des choses qu'on a besoin du soutien, c'est un écosystème, donc on aura besoin de tout le monde. Et puis aussi, pour progresser dans la menace, pour moi, il n'y a rien de tel que le partage d'expérience. Donc, comme je vous disais, ce groupe, c'est là où on arrive, on peut dire ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, comment on l'a vu venir, comment on a agi. C'est toujours des expériences qui sont assez douloureuses. Donc, il faut qu'on soit là pour partager et entraîner les autres, expérimenter les autres. Donc, c'est là vraiment dans la cybersécurité se veut transparente, étrangement. Donc, mais il y a besoin de cette confiance et elle se veut transparente pour progresser. Et puis nous avons aussi travaillé en dehors uniquement de la cybersécurité sur les données. On a eu un projet 1 an et demi, 2 ans, qui nous a permis de déborder et puis de passer sur cette partie de confiance numérique et de permettre aussi au TEL de voir ce qui était possible de faire avec ces données, parce que ça peut être intéressant aussi économiquement. Exactement, donc là c'était aussi une super plateforme d'échange qu'on a bénéficié à travers Trust Valley quand vous aviez mené ce projet autour de la confiance sur les données, où on a pu montrer, développer en interne, sensibiliser en interne à la gestion des données personnelles, et montrer comment des données de mobilité sont effectivement des données personnelles. Donc c'était vraiment très enrichissant à l'interne. En même temps, on a pu, grâce à la plateforme Trust Valley, fournir des outils à disposition de la collectivité, donc ils sont en ligne, disponibles aujourd'hui, pour pouvoir que les gens puissent se sensibiliser et comprendre avec nos données comment on nous identifie, quoi. Alors c'est tout l'objet des GovTech, Governmental Technologies. On va beaucoup en parler cet après-midi. Yves, un message? Ouais. Alors peut-être pour les PME, justement, les petites PME. Bah déjà, la menace, elle est là, donc il ne faut pas avoir trop peur non plus. Quelque part, elle est là, elle a toujours été là, elle est un peu plus dure maintenant. Vous avez tout ici, hein, tous ceux qui sont dans la salle, vous avez la chance d'être dans ce séminaire, dans ce groupe finalement. Vous n'êtes pas seuls. Ceux qui ne sont pas dans le programme, inscrivez-vous. Faites-le peut-être même 2 fois, parce que nous, on ne l'a pas pris assez au sérieux au début, on s'est inscrit, on n'a pas pu tout mettre en place comme on voulait, puis finalement, ça évolue, puis on traîne un petit peu. Mais voilà, et aussi communiquer entre vous, finalement, parce qu'il n'y a pas de honte, ça arrive. Nous, la plus grosse valeur qu'on a, on travaille beaucoup avec les sociétés de transport, hein, puisqu'on leur appartient, c'est que parfois, ça arrive, ils ont des choses qui se passent, certains nous le disent, certains nous informent, on a des messages d'alerte, et puis finalement, si on ne nous disait rien, on resterait dans notre coin, on attendrait qu'il y ait quelque chose qui arrive. Donc, partagez les informations, pas le mettre dans le journal, on est d'accord, hein. Et puis je reviens, formez aussi vos gars, formez vos équipes, formez toutes les personnes de l'équipe, sensibilisez, c'est là, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Laurent? Je vais peut-être redire ce qu'ont dit mes précédents camarades, c'est vous n'êtes pas seuls. C'est finalement le seul message que je veux passer à toutes les PME. Pendant très longtemps, la cybersécurité était un sujet d'experts, était un sujet de grands groupes, parce que les solutions qu'on proposait étaient complexes, techniques et chères. Hein. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois que tout le marché a compris que c'était un des points faibles de nos économies, ces PME, pour elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles sont toutes en écosystème avec des grands groupes. Et donc, le marché s'est adapté. Maintenant, je crois qu'il y a des solutions qui existent, des solutions qui sont à un bon niveau de sécurité. On n'est pas en train de faire du low cost pour les PME. On a des solutions qui sont extrêmement pertinentes, enrichies d'une connaissance de la menace qu'une entreprise seule ne peut pas gérer. Et puis, voilà, les solutions existent. Et puis, il y a de la proximité. Hein. Nous, je vois, on est à Morges. On a l'intime conviction que la cybersécurité, c'est un sujet de confiance, et la confiance, elle passe par la proximité. Donc voilà, vous n'êtes pas seul et on est là pour vous aider. C'est bien pour ça qu'on a monté ce programme et puis on est ravis d'avoir à bord 47 partenaires. C'est un peu comme ce programme pour les panneaux solaires qui est subventionné. L'idée, c'est derrière ça, c'est vraiment d'amener cette dynamique. Et aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de délégations étrangères, hein, le Danemark, en Asie, la Malaisie, l'Indonésie, bref, énormément de provenance, même les Pays-Bas, qui viennent voir finalement comment est-ce qu'on passe
place de la stratégie, à faire des actions concrètes, et puis c'est ce qu'on sait quand même bien faire en Suisse. On fait plutôt du bottom-up, hein, il me semble. Voilà. De votre côté, Monica, un message à faire passer à notre audience. Oui, peut-être 2 points pour rebondir sur le « vous n'êtes pas seul ». On pense, voilà, si on a le focus PME, on se dit « je suis une petite entreprise, peut-être pas si importante », mais de voir au niveau systémique, on a eu le cas pendant la pandémie d'un petit laboratoire de 3 personnes qui sûrement ne se pensait pas du tout important, mais qui est devenu central parce qu'il produisait un élément clé pour le vaccin. Et du coup, d'essayer de partir, de se dire non, juste moi je suis petit, mais quelle est mon importance pour le système général en Suisse. Et puis pour rebondir sur ce que disait Serge, notre philosophie, non, ça sonne mieux en anglais, je suis désolée, le sharing is caring. Partager, c'est prendre soin, ça sonne un peu moins bien en français. Mais nous, on essaie vraiment de travailler. À chaque fois que vous allez travailler avec nous, vous aurez la question, est-ce qu'on peut partager cette information? Essayez d'en tirer une plus-value, parce que vous avez peut-être été touché, vous avez eu ce cas-là, mais on va faire en sorte que les autres entreprises n'aient pas le même cas, d'essayer de partager des informations sur l'attaque, démocratiser le fait qu'on soit touché. Je crois que maintenant, gentiment, on arrive au point où c'est plus une grosse star d'avoir été touché par une cyberattaque, mais plutôt de dire je fais mon pas, je fais ma part aussi pour protéger les autres, parce qu'on est une société en général, et puis on peut apprendre et profiter les uns des autres. Effectivement, nous savons aujourd'hui que 60% des attaques viennent des tiers, donc beaucoup aussi des PME qui sont une porte d'entrée pour ces grands groupes. Donc il y a cette volonté d'écosystème et de travailler en communauté pour vraiment avoir ces sujets en ligne de mire et permettre à notre économie locale de monter et de se protéger de plus en plus, mais aussi et surtout de garder la compétitivité, parce que c'est vraiment un constat que nous faisons après ces 3 années, c'est qu'à partir du moment où on a une organisation qui rentre dans un parcours de ce type, ça lui permet aussi d'être beaucoup plus compétitive et de répondre par exemple à des appels d'offres en notifiant que ce travail a été fait, au même titre qu'aujourd'hui on peut donner des informations financières au service des achats. C'est très très important de pouvoir avoir fait ce travail. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin, et je vous propose maintenant de continuer sur le reste du programme. Merci.